Parle, petit loup. Texte de Claudie Stanquet. Illustration de Barou. Les éditions Les 400 coups. Il était une fois seulement, un petit loup qui avait mal aux oreilles. Cela n'avait rien à voir avec les oreillons, ou une autre maladie qui fait que les oreilles des petits loupiaux gratouillent ou chatouillent. Non, les oreilles de notre petit loup ne voulaient plus rien entendre. Ses oreilles refusaient d'écouter ce qu'on avait à lui dire. Lorsqu'on s'adressait à lui, avec une voix qui montait si haut qu'on aurait dit des cris, ses oreilles commençaient à chauffer, à élancer et même à brûler. Pour apaiser ce mal étrange, Petit Loup mettait alors ses mains sur ses oreilles et empêchait les mots d'entrer dans sa tête. Depuis qu'il était tout petit, notre loupio avait entendu bien des mots qu'il aurait préféré oublier. Des mots qui venaient trop souvent avec des gestes. Ces gestes qui secouaient son corps tout entier, de la tête jusqu'aux pieds. Ce matin-là, les oreilles de Petit Loup avaient chauffé plus fort que d'habitude, et cette fois, tous les mots que son papa avait prononcés étaient accompagnés de coups. Comme si son papa avait oublié qu'il était son petit loup chéri, son petit loup à lui. Alors Petit Loup, n'en pouvant plus de garder pour lui ce douloureux secret, décida qu'il était temps de parler. Bien déterminé, il sortit de sa chambre et alla retrouver sa maman, tout en répétant dans sa tête ces quelques phrases en guise de courage. « Parle, parle, petit loup, n'aie pas peur. Parle, parle, petit loup, n'aie pas peur de parler. » La maman de Petit Loup, ne pouvant pas ignorer ces mots et ces cris qu'elle aurait bien aimé ne pas entendre, aussi, en arrivant dans la cuisine, elle lui tendit aussitôt un gros biscuit en forme de cœur, un biscuit juste pour lui. Il y avait tant d'amour dans la préparation de ce biscuit-là que notre loupio se sentit soudain réconforté. Il prit alors une grande inspiration, mais au moment de parler, aucun son ne sortit de sa bouche, seulement un souffle fluide comme un courant d'air. Si notre petit loup n'arrivait pas à parler, c'est parce qu'il avait mal et qu'il ne voulait surtout pas faire de la peine à sa maman. Petit Loup prit donc le chemin de l'école en emportant avec lui son secret. Le cœur tout chiffonné, il répéta alors ces quelques phrases en guise de courage. « Parle, parle, petit loup, n'aie pas peur. Parle, parle, petit loup, n'aie pas peur de parler. » En arrivant à l'école, Petit Loup fit des additions, des soustractions et répondit à quelques questions. Quand la cloche sonna, sa maîtresse le regarda avec un large sourire et lui offrit un collant en forme d'étoile, un collant juste pour lui. Il y avait tant d'affection dans ces gestes-là que notre loupio se sentit soudain réconforté.
Il prit alors une grande inspiration, mais au moment de parler, aucun mot ne sortit de sa bouche. Seulement des lettres qui se bousculaient. Je, veux, Si notre petit loup n'arrivait pas à parler, c'est parce qu'il avait mal et qu'il se sentait coupable. Coupable de se confier à sa maîtresse. Petit loup s'en alla dans la cour de récréation en emportant avec lui son secret. Le cœur tout égratigné, il répéta alors ces quelques phrases en guise de courage. « Parle, parle petit loup, n'aie pas peur. Parle, parle petit loup, n'aie pas peur de parler. » Dans la cour, notre petit loup joua au ballon puis aux billes avec son ami. Tour à tour, chacun perdit quelques points, mais c'est ensemble qu'ils éclatèrent de rire. D'un rire étincelant, éclaboussant de chaleur. Il y avait tant de bonheur dans ce rire-là que notre loupio se sentit soudain réconforté. Il prit alors une grande inspiration, mais au moment de parler, aucune phrase ne sortit de sa bouche, seulement des mots. Des mots qui défilaient timidement et dans n'importe quel ordre. Je dire. Si notre petit loup n'arrivait pas à parler, c'est parce qu'il avait mal et qu'il avait honte. Honte d'avouer ce qu'il cachait au fond de lui. Petit loup partit alors chez sa mamie en emportant avec lui son secret. Le cœur déchiré, il essaya de répéter ces quelques phrases en guise de courage. « Parle, parle petit loup, n'aie pas peur. Parle, parle petit loup, n'aie pas peur de parler. » Sa mamie l'accueillit avec des yeux débordants de tendresse. Puis elle lui fit un câlin juste pour lui. Et, le serrant très fort, elle chuchota au creux de son oreille. « Parle, parle mon petit loup, n'aie pas peur de parler. » Il y avait tant de douceur dans ces mots-là que Petit loup dévoila toute sa peine. Sa peine qui lui brisait le cœur. Sans plus attendre, sa mamie prit alors Petit loup par la main et ils se rendirent ensemble à la maison de notre loupio. Le long du chemin, le cœur tout égratigné, ils répétèrent d'une seule voix ces quelques phrases en guise de courage. « Parle, parle Petit loup, n'aie pas peur. Parle, parle Petit loup, n'aie pas peur de parler. » En arrivant à la maison, aidé par sa mamie, notre Petit loup prit tous les mots qui déchiraient son cœur et en fit un petit paquet bien ficelé afin qu'aucun ne s'échappe, pas même une syllabe. Puis, il alla déposer le paquet dans les mains de son papa et de sa maman. Les parents de notre loupio examinèrent aussitôt chacun des mots du petit loup et laissèrent échapper toutes les larmes de leur corps. Petit loup comprit alors que cette pluie de chagrin était remplie de regrets. Il vit que son papa cherchait dans ses yeux un peu de soleil pour se faire pardonner. Mais les papillons noirs qui habitaient le cœur de Petit loup depuis longtemps déjà empêchaient la lumière de passer.
Le papa quitta alors la maison le temps d'une saison. Le temps d'enterrer tous les mots durs et tous les coups qui naissaient en lui de jour en jour. Au fil du temps, le papa, la maman et le petit loup se retrouvèrent. De printemps en printemps, le papa du petit loup apprit à dire les mots doux qui vivaient au fond de son cœur. Des petits mots pleins de tendresse pour son petit loup chéri. Et les oreilles de notre loupio arrêtèrent enfin de chauffer, d'élancer et même de brûler. Moussi a été choisi parmi des souris et des rats pour passer le concours d'entrée à l'opéra. Les sœurs Fluette, fines comme des allumettes, s'approchent pour lui faire la causette. « Mais dis donc, tu es un peu rondelette, limite grassouillette. Pour danser et sauter, mieux vaut oublier galette et gaufrette, hein ?» Avant de passer le concours, les souris s'entraînent chacune leur tour. Alors que Moussi fait ses petits pas de côté, elle entend les autres chuchoter. « Elle est un peu grasse celle-là, hein. C'est pas très classe. Elle devrait se regarder dans une glace, hein. » Encore une attaque sur son physique. À la cantine, Moussi fait semblant de ne pas avoir faim. Devant le plat de gratin, elle pense à la taille mannequin. Quand passent les petits pois, elle n'en prend que 3. De dessert, elle se prive, tout ça pour perdre du poids. « C'est décidé !» se dit-elle. « Je vais mincir, maigrir. Je mangerai de moins en moins pour réussir. » Pendant que la pauvre Moussi se serre la ceinture, les sœurs Fluette chuchotent et se gavent de pudding au mur. En plus, la nouvelle, elle s'est aspergée d'eau de Cologne. La vache, elle cocotte la Moussi. C'est ça, ça cogne, hein? Le jour du concours, Moussi n'a plus ni force, ni entrain, car elle n'a pas mangé à sa faim. « Oh !» se dit-elle. « J'ai le tournis, j'ai le vertige. Qu'est-ce qui m'arrive? Je sens mes jambes qui se figent. Ah! Si j'avais un petit quignon à me mettre sous la dent, ou rien qu'un trognon bien croquant. » Elle ne tint pas sur ses pattes et quand elle saute, elle retombe comme un sac de patates. Moussi, affalée face au jury, reprend peu à peu ses esprits. Les sœurs Fluette lui murmurent. « Par ici la sortie !» Alors apparaît la VSS, la vieille souris sage, qui fait aussitôt cesser leur persiflage. Elle s'adresse au jury et à toutes les souris. Vous savez, si Moussi s'est évanouie, c'est qu'elle n'a rien mangé, pas même un biscuit. À ceux et celles qui la croient hors circuit, je dis, rien n'est fini pour Moussi. Rendez-vous pour la finale cet après-midi. La VSS donne à Moussi une autre chance. Elle va l'entraîner pour ce prestigieux concours de danse. Elle lui dit: « Tu sais, à trop manger, on grossit, on épaissit. Mais à ne rien manger du tout, on maigrit
et c'est la maladie. Il faut savoir manger un petit peu de tout quand on a faim. Et surtout, ne pas chercher à avoir un corps trop fin. Alors maintenant, tu vas reprendre des forces, déguster cet encas, puis des exercices tu feras pour réussir à devenir petit rat. Moussi, grâce aux leçons de sagesse de la VSS, acquiert vitesse et souplesse et réalise des prouesses. Lors de la finale, elle mange des petits gâteaux et saute si haut qu'elle se retrouve au top niveau. Elle est arrivée à ses fins en mangeant à sa faim, sans chercher à ressembler à quelqu'un. Elle a réussi. La voilà devenue petit rat à l'Opéra de Paris. C'est le nec le plus ultra. Le drôle de petit bidule, un peu marron et un peu rond, était un drôle de petit bidule, un peu marron et un peu rond. Ce petit bidule en avait un peu marre de n'être qu'un petit bidule, un peu rond et marron. Il décida de partir en voyage afin de devenir quelqu'un d'autre. Le soleil était à son zénith lorsque le petit bidule arriva dans un endroit où le temps semblait s'être arrêté. Tout paraissait si paisible, si doux. Le petit bidule admirait le paysage quand il aperçut une drôle de petite maison à côté de laquelle se tenait une fluide silhouette qui portait une robe d'une rare beauté, assortie à ses fines ailes tout en arabesque. Il s'approcha d'un peu plus près pour l'admirer. « Bonjour, tu portes là une bien jolie robe et tes ailes sont si délicates. Moi, je ne porte qu'un drôle d'accoutrement, un peu marron et un peu rond. Rien d'aussi joli que ton habit. » « Ne t'inquiète pas, petit bidule. Je suis sûre que toi aussi, un jour, tu trouveras la tenue adéquate, ta tenue préférée. » « Peut-être, oui, » répondit-il sans conviction. « J'en suis certaine, » lui souffla-t-elle en souriant. « Poursuis ta route et garde espoir surtout. » Le petit bidule salua la fée et se trouva à la croisée de deux chemins. Il décida de suivre le sentier le plus sinueux. Un élégant animal trottait délicatement à l'ombre d'un arbre immense. « Quand on pense très fort à moi, je peux exaucer les vœux, » chantonnait-il. « Vraiment ? On peut te demander tout ce que l'on veut ?» interrogea le petit bidule, intéressé. « Tout à fait, mais toi, tu n'as pas besoin de moi, » affirma l'animal, comme s'il avait lu dans ses pensées. « Ah bon ? Mais pourquoi dis-tu cela ? » « Parce que ton vœu va prochainement se réaliser, sans que j'intervienne. »« Ah !» murmura le petit bidule, un peu déçu. « C'est plutôt une bonne nouvelle, ne sois pas triste. Tu retrouveras bientôt le sourire. Tu verras, » conclut la licorne en s'éloignant. Le petit bidule poursuivit son chemin, puis s'arrêta net, voyant quelque chose d'étrange sur sa droite.
Bonjour, dit le bidule. Tu es... Mais il n'arriva pas à poursuivre sa phrase, toujours aussi surpris de ce qu'il était en train de regarder. Bonjour, je suis unique, s'exclama la chose en face de lui. Unique? Reprit le bidule, qui ne comprenait pas ce que cela signifiait. Oui, unique! Je suis très originale. Il n'y en a pas deux comme moi. Tu auras beau faire le tour du monde, tu n'en trouveras nulle part ailleurs. Ça alors, c'est fabuleux. Être unique en son genre. Cette idée laissa le petit bidule perplexe. De nouvelles questions se bousculaient dans sa tête. Il fut coupé dans sa réflexion par le machin exceptionnel en face de lui. Le soleil va se coucher, petit bidule. Tu ferais bien de te reposer un peu. Il est l'heure d'aller dormir. Au revoir. Le petit bidule salua la chose unique et s'allongea au pied d'un cerisier en fleurs, tout en fermant les yeux, pour mieux repenser à la journée qu'il venait de passer. Tandis qu'il réfléchissait, le petit bidule aperçut quelque chose qui brillait, perché au-dessus du feuillage du chêne d'en face. Il s'approcha doucement. « Bonsoir !» dit-il timidement à la forme qui scintillait devant ses yeux. « Bonsoir !»« Que tu es rayonnante! J'aimerais tant l'être aussi. Ce doit être vraiment chouette. »« Oui, » répondit le phénomène, « c'est vrai. Mais toi, qui es-tu ?»« Moi ? Je ne suis qu'un drôle de petit bidule, » chuchota-t-il, l'air un peu las. « Ne t'en fais pas, petit bidule. Dans la vie, tout est possible, tu verras. »« Merci, belle étoile, » répondit le petit bidule. Puis il l'observa qui virevoltait tout en s'éloignant. Des arbres aux feuilles roses et or dansaient sur des collines semblables à de hautes vagues, au-delà desquelles des papillons décrivaient de fascinantes volutes. Le petit bidule était totalement subjugué par la magie qui se dégageait du lieu. Petit bidule! Petit bidule un peu marron et un peu rond, murmura soudain une voix. As-tu trouvé ce que tu étais venu chercher? Stupéfait, le petit bidule observa tout autour de lui, mais ne vit personne. Mais qui êtes-vous? Qui me parle? Comment savez-vous qui je suis? Je suis un rêveur. Un rêveur? C'est exact. Te plais-tu ici? Plutôt joli comme endroit, n'est-ce pas? Oui, magnifique même. D'ailleurs, reprit le bidule d'un air abattu, je ne vais pas très bien dans ce décor. Tout est beau et passionnant ici. Alors que moi... Il baissa les yeux sans finir sa phrase. Chut, petit bidule. Nous avons tous notre place dans ce monde. Tu découvriras où est la tienne un jour. Si je ne me trompe pas, c'est ce qui est sur le point d'arriver. Ah bon? S'étonna le bidule, après avoir séché une larme qui roulait sur sa joue.
Tu sais, Bidule, il existe de nombreuses façons d'être merveilleux. Et la meilleure ne se voit pas forcément avec les yeux. Je ne suis pas sûre de comprendre, hésita le petit Bidule. Tu n'es pas qu'un drôle de petit Bidule, un peu marron et un peu rond. Moi, je te trouve très jolie, jolie comme une fleur. Une fleur ? Demanda le drôle de petit Bidule, incrédule. Je suis désolée, mais tu dois te tromper. Le petit Bidule n'eut pas le temps de finir sa phrase, car un infime craquement se produisit dans son dos. Cet infime craquement fit place à une fissure, qui fit place à un infime creux, duquel sortit une infime tige verte qui se mit à pousser, pousser. Le long de cette tige se dressaient de grandes feuilles charnues et au bout de cette tige apparurent des pétales lumineux au reflet de nacre. Ils s'ouvrirent un à un jusqu'à laisser la place à une fleur aux senteurs délicates. Un grand sourire se dessina sur le visage enfin heureux du petit Bidule. Merci, merci rêveur, tu m'as permis de savoir qui j'étais. J'ai toujours été cette fleur majestueuse, mais je l'ignorais jusqu'à aujourd'hui. Et la fleur épanouie se tourna vers le soleil naissant. Peu importe que l'on soit une fée délicate, une élégante licorne, une étoile scintillante, une chose unique ou un rêveur des plus agréables. À l'intérieur de chaque drôle de petit Bidule un peu marron et un peu rond, se cache un trésor qui attend d'être découvert. Gertrude est une grenouille pas tout à fait comme les autres. Non, ce n'est pas parce qu'elle s'appelle Gertrude. Non, ce n'est pas parce qu'elle a une drôle de tête. C'est parce que Gertrude a des poils aux pattes. Oh! Des poils tout raides, sauf quand il pleut. Dans ce cas-là, il frisote un peu. Et au pays des grenouilles, forcément, il pleut assez souvent. Gertrude, ça la tracasse, ses poils. Elle a beau enfiler des chaussettes à pois et chausser des souliers dernier cri, elle sait que les poils sont là, où ils ne devraient pas être. Et tout le monde le sait aussi. Dès qu'elle arrive au marché, c'est festival de rire et de moquerie. Hé Gertrude, au moins tu n'auras pas froid aux pattes cet hiver. Gertrude, tu pourrais te tricoter une écharpe avec tous ces poils? On t'a déjà dit que tu ressemblais à mon grand frère. Très drôle. Las, Gertrude a déménagé près d'une autre mare. Là, au moins, elle a la paix. Elle peut même mettre des sandales. Personne pour la voir. Quel bonheur de se balader, sans rire qui résonne sur son passage.
Ce qu'elle aime par-dessus tout, c'est de bronzer sur l'une des pierres chauffées par le soleil. Un quart d'heure d'un côté, un quart d'heure de l'autre. Puis, un cocktail de verre bien frais à savourer. Ah, pour peu, ça ressemblerait au paradis. Mais ce jour-là, elle entend un craquement derrière elle. Surprise et un brin inquiète, elle se retourne vivement. Les feuilles s'écartent, laissant apparaître un crapaud, l'air penaud. Oh, pardonnez-moi de vous déranger, madame. Je cherchais un coin tranquille. J'ignorais qu'il était habité. Gertrude chausse ses sandales en toute hâte. Ses gros yeux ne parviennent pas à se détourner du crapaud que voilà. Il est rose, rose pétard. Complètement rose pétard. Troublée, Gertrude sent tous ses poils frissonner et marmonne. Ça alors? Oh, allez-y. Moquez-vous, vous aussi. Ah non, jamais de la vie. Ils se regardent et... Même à l'autre bout de la terre, on devait entendre les battements frénétiques de leur cœur. Waouh! C'était donc cela, un coup de foudre? Oh, que vous avez de jolis poils aux pattes, s'exclame le crapaud. Et Gertrude rougit. Oh, et vous, que cette couleur essayante! Et le crapaud Georges rosit de plus belle, jusqu'à la prunelle de ses grands yeux. Il papote ainsi pendant des jours et des lunes, parlant de la pluie et du beau temps, de poils et de roses, de parapluies et de têtards, seul au monde et amoureux. Ensemble, ils voyagent à travers toutes les mares, faisant fi des moqueries. Ha 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 ha! Regardez ces deux-là! Désormais, elle glisse sur eux sans jamais les atteindre. Et c'est ensemble, encore et toujours, qu'ils décident de poursuivre la passion de Georges, le cirque. Ils s'amusent à créer des spectacles, jouant de leurs poils et de leurs couleurs. Sous les feux d'artifice, Gertrude danse dans les airs et Georges chantonne fièrement. La 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 la. Le public applaudit et les admire. Fini les méchancetés. Et c'est dans leur roulotte que le jeune couple part vers une nouvelle destination. Rapidement, la mare est envahie de bébés grenouilles, avec des poils roses aux pattes, naturellement. Frisés, raides, courts ou longs, ils ne tardent pas à leur tour à faire fureur dans toutes les mares du pays. Et c'est ainsi que finit notre histoire. Tous les moutons aiment manger de l'herbe. Mais moi, je ne suis pas un mouton. Tous les moutons font. Mais moi, je ne suis pas un mouton. Moi, je fais. Tous les moutons rêvent de passer l'été à la montagne. Mais moi, je ne suis pas un mouton. Tous les moutons se cachent de la pluie.
Mais moi, je ne suis pas un mouton. Tous les moutons dorment à l'étable. Mais moi, je ne suis pas un mouton. Tous les moutons admirent leur toison soignée. Wow. Mais moi, je ne suis pas un mouton. Tous les moutons obéissent au chien du berger. Mais moi, je ne suis pas un mouton. Mais si tu n'es pas un mouton, alors tu n'es pas des nôtres. Tous les moutons ont peur du loup. Mais moi, je ne suis pas un mouton. Mais qui es-tu alors? Nous ne sommes pas toujours des moutons. Tous les moutons aiment faire la fête. Et moi aussi. Une semaine avant Noël, l'excitation commence à monter. « Vous savez quelle journée ?» demande la pingouin en sautillant. « Non », répondent Malapin et Papingouin, mine de rien, mine de crayon. « C'est le jour du sapin !» hurle-t-il foufou de joie. Lapingouin, Papingouin et Malapin partent chez le sapinier pour choisir le plus beau des sapins. « Alors, lequel veux-tu » demande Papingouin, amusé de voir son lapingouin débourrouler dans tous les sens. « Celui-là !» crie-t-il en montrant le plus majestueux d'entre tous. « Mais, lapingouin, ce sapin est bien trop haut !» s'exclame Malapin. Comment vas-tu accrocher ton étoile au sommet pour indiquer au Père Noël le chemin de la maison ? poursuit-elle malicieusement. Préoccupé par la livraison de ses cadeaux, Lapingouin choisit un sapin ni trop rikiki, ni trop gigantesque. De retour à la maison, il court chercher les décorations de Noël. « Maman, tu crois que le Père Noël va aimer mon sapin ?» demande Lapingouin, inquiet. « Je suis sûre que c'est le plus beau sapin de Méli-Méloin », le rassure Malapin en démêlant la guirlande lumineuse. Lapingouin sort un tas de feuilles et tous ses crayons touticolores. « Tu fais ta liste pour le Père Noël ?» lui demande Papingouin, intrigué. « Bah oui, sinon, comment il va savoir que moi je veux un vélo Valouin et un déguisement de pirate ?» répond Lapingouin très concentré. « Très bonne idée. Mais à ton avis, comment sait-il si tu as été sage ?» poursuit Papingouin. « Bah, il a un télescope polaire pour observer, depuis le pôle Nord, les bêtises des enfants. » lui explique Lapingouin sûr de lui. Au moment de se coucher, Lapingouin compte les jours avant Noël. « Il ne faudra pas oublier de poster ta lettre », lui rappelle Malapin. « Mais les listes, on les poste pas, on les donne aux papy-beilles qui les apportent au Père Noël », s'exclame Lapingouin. Tout à coup, pris de panique, Lapingouin interrompt l'histoire du soir. Et si les papy-beilles se perdent en chemin ? Tu sais bien qu'il y a toujours les vers debout pour indiquer la bonne direction, le rassure Malapin. Quelques jours plus tard, Lapingouin va passer la journée avec ses copains pingouins. Une fois habillé, il se précipite chez Cortuchon.
Tu as fait ta liste ? Demande-t-il en lui lançant une boule de neige. Quelle liste ? Lui demande Cortuchon en déneigeant sa carapace. Pour le Père Noël ? Il aura jamais le temps de fabriquer tes jouets, s'écrie Lapingouin, inquiet pour son copingouin. Il les fabrique pas d'abord, il les achète au marché, réplique Cortuchon grognonchon. Même pas vrai. Il fait des rêves de jouets et les Poissinelles les racontent aux lutingouins qui les fabriquent, explique Lapingouin. Mais c'est pas possible, il y en a beaucoup trop, renchérit Cortuchon. Bah, il y a aussi des lutinchons pour les aider, imagine Lapingouin. Chérisson rejoint ses copingouins et sème le trouble. Ou peut-être qu'il y a plusieurs Père Noël, leur lance-t-il songeur. Non, 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 c'est pas possible, s'écrient-ils tous les trois en chœur, en retrouvant leurs esprits. Mais ce n'est pas la seule énigme sur le Père Noël. Toi qui sais tout sur lui, où est-ce qu'il habite ? Demande Cortuchon à Lapingouin sur le ton du défi. Bah, dans une cachette secrète, bien sûr. Et si elle est secrète, eh ben, on peut pas savoir, répond Lapingouin malicieusement. Ça, c'est logique, conclut Chérisson, impressionné par son explication. Et pourquoi on l'a jamais vu distribuer les cadeaux ? Interroge Cortuchon, qui cherche à tout élucider. Parce que le marchand de sable l'accompagne pour endorrêver les enfants, lance Lapingouin, sûr d'avoir la clé du mystère. Et je compte bien le prouver en montant la garde de Noël. Mais, et comment tu vas faire pour t'endormir avec le marchand de sable ? Demande Chérisson, curieux. Lapingouin expose tout bas son plan à ses copingouins, de peur que celui-ci n'arrive jusqu'aux oreilles du Père Noël. La veille de Noël, surexcité, Lapingouin va chercher son livre de recettes et enfile son tablier. Voilà des sablés pour le marchand de sable et des neigés pour le Père Noël, annonce-t-il fièrement. Ça a l'air délicieux et ça va leur donner plein de force pour endorrêver les enfants et distribuer les cadeaux toute la nuit, s'exclame Malapin amusé. Ça sent bon, remarque Mamie Pain, qui vient d'arriver avec Papy Pain pour réveillonner. Mamie Gouin et Papy Gouin les rejoignent à leur tour pour le dîner de réveillon. Son dessert à peine goûté, Lapingouin demande à la grande surprise de tous d'aller au lit. Au lit! Une fois tout le monde couché, il se relève et va s'allonger près du sapin avec son dos d'oreiller. Chut, Moudou, dit-il pour couvrir le bruit des gargouillis de son bidon affamé. Et si on grignotouillait quelques gâteaux en attendant le Père Noël, suggère-t-il en attrapant un des sablés qu'il avait préparé. Mais la nuit est longue, le stock de friandises s'épuise et Lapingouin finit par ne plus avoir de sablé pour apprivoiser le marchand de sable et plus de neigé pour attirer le Père Noël. Il attend encore et finit par s'endormir à bout de souffle. Le lendemain matin, Lapingouin est surpris, tout endodouillé au pied du sapin par Malapin et Papingouin. Le Père Noël, il est pas passé, hurle-t-il, les yeux encore sablonneux et tout humides de larmes.
Mais alors, qui a bien pu apporter tout ça? S'étonne Papingouin attendri en se poussant pour faire apparaître derrière lui une montagne de cadeaux. Waouh, je le savais! Je l'avais bien dit à Tortuchon et à Chérisson, s'écrie Lapingouin, fier d'avoir résolu l'énigme. Quoi donc? Demande Papingouin et Malapin intrigué. Que le marchand de sable est le complice du Père Noël et que c'est grâce à lui qu'il distribue ses cadeaux en secret, déclare-t-il, heureux comme jamais, en se précipitant pour défaire ses paquets. Je m'appelle Gudule. J'ai un nouveau manteau pour l'hiver, avec un col en fourrure et le chapeau assorti. Je n'ai jamais rien vu d'aussi joli que moi avec mon chapeau. J'ai aussi un petit frère, Gaston. Gaston a aussi un chapeau. Mais dès qu'on le lui pose sur la tête, il l'arrache et il le jette en l'air. Les gens disent qu'il est adorable, un bout de chou et tout et tout. Bon, c'est vrai qu'il est mignon, quelquefois, quand ça le prend. Mais essayez de lui faire garder son chapeau sur la tête. Bon courage. L'autre jour, maman a acheté un sapin haut comme 3 parapluies au moins. J'adore les sapins de Noël. Ça sent bon, c'est beau. Et surtout, c'est le signe que je vais avoir plein de cadeaux. Pile quand maman a sorti les décorations de Noël, le téléphone a sonné. C'était Betty, sa meilleure amie. J'aurais dû m'en douter. Chaque fois qu'on attaque une chose importante, Betty téléphone et maman abandonne. J'ai décidé de continuer seule. Je n'avais pas accroché 2 boules que mon petit frère est arrivé. Yé quoi? A dit Gaston en tirant une guirlande pour se l'enrouler autour de la tête. S'il te plaît, Gaston, laisse cette guirlande tranquille. Yé quoi, Kiyan Kikil? Je l'ai regardé. Je me demandais s'il faisait exprès. Une guirlande, Gaston, pour le sapin de Noël. Yé quoi, Papa Noël? Brusquement, j'ai réalisé. Pauvre bébé. Il était trop petit pour se souvenir de Noël dernier. J'ai posé la guirlande, les boules et j'ai pris Gaston par la main. Bon Gaston, je t'explique Noël. Mais tu écoutes bien, s'il te plaît. Tu ne reviens pas dans 5 minutes pour me demander « Yé quoi Noël, ok ?»« Yé quoi Noël, ok ?» Il a répété d'une toute petite voix. J'ai fait comme si je n'entendais rien. Je lui ai montré mon ballon sauteur, mon robot gluant, mon poney qu'on peut coiffer. Tu vois Gaston, tout ça, je l'ai eu à Noël. C'est une grande fête qu'on peut avoir plein de cadeaux. On les commande au Père Noël et il les apporte par la cheminée en volant dans le ciel sur un traîneau tiré par des rennes. Yé quoi, des rennes? A demandé Gaston. Des rennes. C'est un peu comme des vaches avec des cornes énormes. Yé crème et sang, des rennes. Mais non, réfléchis Gaston. Les rennes sont gentils, puisqu'ils nous apportent des cadeaux. Comme il avait du mal à comprendre, je lui ai imité le Père Noël avec la robe de chambre de maman, du coton pour faire la barbe et un caddie rempli de jouets. J'ai ouvert mon tiroir secret. Regarde Gaston, ce papier, c'est ma liste pour le Père Noël. Dessus, j'ai écrit tous les cadeaux que je veux. Un déguisement de Galactica, la princesse supersonique qui dirige l'univers, une guitare pour faire un orchestre dans ma chambre, un jeu où on fabrique soi-même des bonbons chimiques. Et toi, qu'est-ce que tu voudrais?
Moi veux des cigommes. J'ai eu beau expliquer à mon petit frère que les chewing-gums ne sont pas un cadeau de Noël, que maman ne veut pas qu'il en mange et que ça peut même lui coller le ventre. Il écoutait zéro. Depuis qu'il m'a vu faire des bulles de chewing-gum, il ne pense qu'à m'imiter. Le problème, si je lui donne un chewing-gum, c'est qu'il l'avale tout rond, comme un bébé phoque qui gomme un poisson. Le lendemain, comme par hasard, la boulangère a demandé à mon petit frère: « Qu'est-ce que tu as commandé au Père Noël, Gaston ?»« Moi, veux des cigommes !» il a crié. Elle l'a trouvé trop mignon. Elle lui en a donné un paquet. « Des chewing-gums ? Tiens, c'est pour toi, Choupinet !» Les joues de maman ont rosé. Elle a murmuré un petit merci et on est parti. Dès qu'on a passé le coin de la rue, maman a voulu reprendre les chewing-gums. Mais Gaston ne voulait pas les lâcher. Il serrait les poings, il donnait des coups de pied, il braillait si fort qu'une dame s'est arrêtée pour dire que c'est une honte de maltraiter un bébé. Du coup, c'est maman qui a lâché. Le lendemain, maman et papa nous ont montré un catalogue de jouets en bois. Des cubes, des chiffres, des lettres, plein de trucs qui ne servent à rien qu'à apprendre à lire et à compter. Je déteste ce genre de jouets, mais mes parents adorent ça. Ils disent que c'est éducatif. Pour ne pas les vexer, j'ai tourné les pages en disant « Pas mal, pas mal ». Je ne risquais rien. J'avais déjà posté ma liste au Père Noël depuis longtemps. Mais pour Gaston, c'était plus grave. Je l'ai prévenu. Si ça continue, tu sais quoi? Pour Noël, tu vas avoir des lettres en bois. Il a sursauté. Ses lèvres ont commencé à trembler, comme quand il va se mettre à pleurer. J'ai eu pitié. J'ai décidé de m'occuper de sa liste pendant qu'il était encore temps. J'ai travaillé tard dans la nuit. Je voulais que ma lettre soit vraiment parfaite. Je crois que j'ai réussi. Voilà ce que j'ai écrit. Père Noël, surtout méfie-toi. On veut aucun jeu éducatif. Ni mon frère Gaston, ni moi. Surtout pas. Donne-lui plutôt un tambour. Je m'en servirai pour mon orchestre. Ou sinon, le déguisement de serviteur qui va avec la princesse Galactica. Merci d'avance de la part de ta Gudule qui t'adore. Le lendemain, pendant qu'Esperanza nous gardait en regardant son feuilleton préféré, j'ai emmené mon petit frère poster lui-même l'enveloppe pour le Père Noël. On a attendu. Et puis le soir de Noël est arrivé. Enfin. On a mis nos souliers au pied du sapin. On est allé se coucher. Au milieu de la nuit, j'ai entendu du bruit. J'ai pensé que c'était le Père Noël qui arrivait. Je me suis levée sur la pointe des pieds. Devinez qui j'ai trouvé, collé à la fenêtre du salon. « Gaston, qu'est-ce que tu fais là ? » ?»« Veux voir des rennes. Ils volent dans le ciel, moi. »« Tu es fou. Si le Père Noël te voit, il ne viendra pas. » Je l'ai pris dans mes bras et je l'ai remis au lit. Puis je me suis couchée par terre à côté de lui pour être sûre qu'il ne bouge pas. Dès qu'il y eut un peu de jour, on a réveillé papa et maman. D'habitude, c'est interdit, mais comme c'était Noël, ils n'ont rien dit. On a ouvert nos paquets. Gaston a eu un livre, un nounours et des cubes. Moi, un livre, un puzzle et une ferme avec des animaux en bois. Et la princesse Galactica, et ma guitare, et les bonbons chimiques. Rien de tout ça.
Il est nul ce Père Noël. J'ai rien de ce que je voulais. Qu'est-ce qui te prend, Gudule? A grondé papa. Si tu ne veux pas de tes cadeaux, on les rendra au Père Noël, a ajouté maman. Lâcher mes cadeaux? Pas question. Je les ai mis en sécurité dans ma chambre. Gaston est venu me rejoindre avec les siens et les chewing-gums de la boulangère. J'ai pris les chewing-gums, puis je lui en ai donné un. Pour une fois, il ne l'a pas avalé. Du coup, je lui ai appris à faire des bulles. Il a adoré ça. Moi aussi. Je crois que ça a été le plus chouette Noël de notre vie. Nico et Ouistiti explorent le pôle Nord par Nadine Brun-Cosmé et Anna Aparicio Catala. Édition ABC Mélodie. Cet après-midi, quand Nico entre dans le hangar à machines, Ouistiti apparaît tout sourire, debout à l'avant d'un navire. « Regarde !» s'écrie-t-il fièrement. « Je viens juste de terminer notre nouvelle machine !»« Un bateau qui roule ! Mais c'est formidable !» répond Nico. « Seulement, ton bateau, est-ce qu'il peut naviguer ?»« Grimpe ! On va vérifier ça tout de suite !» Nico a juste le temps de sauter dans le bateau qu'il dévale la pente à toute allure et atterrit dans l'eau. Splash! Nico et Ouistiti sont tout éclaboussés. « Mon bateau flotte !» dit Ouistiti ravi. « On n'a pas coulé, alors vogue la galère !» ajoute-t-il en tirant sur les voiles. « Mais où va-t-on » demande Nico. « Au pôle Nord !» répond Ouistiti. « Au pôle Nord? Mais tu es fou, Ouistiti! On va avoir trop froid !»« Pas du tout! J'ai tout prévu !» répond le singe inventeur. Il plonge à l'intérieur de la cabine et en ressort les bras remplis de pulls, de gants et de bonnets. Le navire est à présent emporté par le courant de la rivière. « Regarde !» indique Nico. « Là-bas, un phare !»« Ça y est !» dit Ouistiti, émerveillé. « On entre dans la mer !» Nico a le cœur qui bat. Tout a l'air si grand. Les drôles d'idées de Ouistiti sont vraiment des idées géniales. Il saisit le gouvernail et lance. « C'est parti! En avant pour le pays des glaces !» Bientôt, des dauphins surgissent tout autour du bateau en faisant de grands sauts. « Ohé! Du bateau! Où allez-vous » demande l'un d'eux. « Au pôle Nord !» répondit Ouistiti, fier comme un capitaine. « Au pôle Nord !» s'étonnent les dauphins. « Là où la glace fond ?» « Comment ça, là où la glace fond ?» s'inquiète Nico. « Mais oui !» renchérit le dauphin. « Tout le monde est au courant. Au pôle Nord, la glace est en train de fondre. » Mais déjà, les dauphins ont pris le large, entraînant dans leur sillage un banc de petits poissons d'argent. « Dis Ouistiti, tu savais, toi, que la glace fond au pôle Nord? C'est sûrement très dangereux. »« Mais non !» dit Ouistiti. « Ne t'inquiète pas. » « Oh, regarde là-bas, une baleine !» En effet, une énorme masse grise se rapproche. « Hé, pas trop près !» prévient Ouistiti. « Tu vas nous faire chavirer !»« Où allez-vous ?» demande la baleine. « Au pôle Nord !» hésite Nico. « Quel beau voyage, fabuleux !» s'émerveille la baleine. « Mais savez-vous que là-bas, la banquise fond ?»« Encore !» dit Ouistiti, un peu énervé. « Et alors ?»« Vous verrez par vous-même, » répond le cétacé. Et hop, lançant un dernier petit jet d'eau, la baleine s'éloigne. « Ça y est !» murmure Nico en grelottant. « Je sens le froid qui arrive. »« Allez, sortons les bonnets. Regarde comme ils sont beaux, c'est moi qui les ai tricotés. » C'est vrai qu'ils sont beaux les bonnets de Ouistiti,
avec leurs rayures multicolores et tout doux en plus. Bientôt, le soir tombe. Nico n'est pas très rassuré. « Ne t'en fais pas !» répondit Ouistiti, perché en haut du mât. « Il n'y a que nous sur toute la mer !»« Et les mouettes !» ajoute Nico en riant. En effet, un envol de mouettes les accompagne, dans un balai de clair de lune. Cette nuit-là, Nico et Ouistiti ne dorment pas. Allongés sur le pont, dans leur hamac, ils regardent le ciel tout piqué d'étoiles. « Regarde !» dit Nico. « Là, c'est la grande ours !»« J'espère bien qu'on va en voir des ours, pôle Nord !» ajoute Ouistiti. « T'es tout blanc, blanc comme neige !» Au petit matin, il fait grand froid. Mais Nico et Ouistiti sont bien équipés. Et voilà que passe près d'eux un convoi très étrange. « Des ours polaires !» dit Nico, tout étonné. « Et où allez-vous, les ours ? On venait justement vous voir !» soupire Ouistiti. « Au secours ! Rattrapez-nous ! Notre iceberg a fondu et s'est détaché. Nous partons à la dérive. Vite, Nico ! Envoie-leur la corde !» Nico se saisit de la corde et la lance en direction des ours bien inquiets. Une fois, raté. 2 fois, encore raté. Heureusement, la 3e tentative est la bonne. « Hurrah !» s'exclament Nico et Ouistiti à l'unisson. Nos 2 explorateurs remorquent le morceau de glace vers une terre blanche immense. « Ça y est, voilà la banquise !» annonce Nico. « C'est donc ça la banquise !» reprend Ouistiti émerveillé. « Cette grande surface de glace si solide que l'on peut marcher dessus !» Alors que Nico se retourne... Quelle surprise! Le comité d'accueil est sorti. Il y a des morses, des phoques, des renards polaires, des pingouins, tout un petit monde tout blanc. « Tiens, vous êtes là les morses ?» s'étonne bébé ours. « D'habitude, vous partez au grand froid. »« Cette année, nous ne partons pas, tout se réchauffe. » répond l'un des morses. « Eh bien, vous devriez être content !» dit Ouistiti, tremblant de froid malgré ses gants tricotés main. « Si tout se réchauffe, la glace va fondre et tous les pays vont être inondés, » reprend le morse. « Même notre hangar à machine !» s'alarme Ouistiti. « Même votre hangar à machine !» confirme une petite voix derrière eux. Nico et Ouistiti sursautent. Un enfant vêtu d'un habit de fourrure les fixe du regard. Il conduit un traîneau tiré par des chiens. « Mais qui es-tu ?»« Je m'appelle Anoki. Je viens ici depuis toujours. »« Tout seul ? Dans la glace ?» demande Nico, intrigué. « Oui, à condition qu'elle ne fonde pas. »« Allons nous réchauffer dans ma maison ?» propose Anoki. « Il va falloir laisser votre bateau ici. »« Jamais de la vie !» proteste Ouistiti. « J'ai tout prévu !» Il brandit une énorme clé qu'il introduit dans une serrure à l'avant du bateau. « Abracadabra !» s'exclame le singe magicien. C'est alors que 2 grands skis apparaissent sous la coque du bateau. « Fantastique !» dit Anoki. « Lancez-moi votre corde. » En route, les chiens d'Anoki tirent le traîneau et le bateau avec. Les animaux de la banquise, stupéfaits, suivent des yeux ce drôle de défilé qui s'éloigne lentement. Comme le soir tombe, le ciel se remplit peu à peu de magnifiques couleurs. « Oh, regardez, un fantôme !» s'écrie Nico. « Vous avez de la chance !» reprend Anoki. « Une aurore boréale !» En effet, de grands voiles jaunes, bleus, verts, violets se déploient au-dessus de leur tête, illuminant le ciel comme en plein jour.
Quel beau spectacle, s'émerveille Nico. Le traîneau-bateau arrive bientôt devant la maison d'Anoki. Un igloo, s'exclame Nico. J'ai toujours rêvé de dormir dans un igloo. En entrant dans la belle maison de glace, Nico et Ouistiti sont ébahis. L'intérieur est tout doux et tout chaud. Demain, dit Anoki, je vous emmènerai voir quelqu'un d'important. Vous comprendrez mieux pourquoi la glace fond. Nico et Ouistiti l'entendent à peine. Pelotonnés au creux des douces fourrures, ils s'endorment comme deux bébés. Le lendemain matin, un coup de langue réveille nos deux explorateurs. C'est le chef des chiens de traîneau qui leur lappe le visage. Et les voilà qui filent à nouveau à travers la banquise. Bientôt, le traîneau-bateau s'arrête devant un gros iceberg. Un vieux morse attend, immobile. Il semble ravi de voir Anoki. « Ah, vous voilà !» s'écrie le vieux savant. « Comme je suis content de te revoir !» dit Anoki en serrant son ami dans ses bras. Devant eux, 3 lièvres jouent dans la neige. Un tout blanc, un beige et un marron. « Qui sont beaux !» dit Ouistiti en les poursuivant. « Ohé, c'est pas du jeu! Je ne vois plus les lièvres blancs !» C'est ainsi qu'ils se protègent du renard polaire pour ne pas se faire manger, dit le vieux morse. Mais, et le marron ? Demande Nico. Lui, il est en danger. À cause de la chaleur, son poil change trop tôt de couleur. En plein hiver, les renards peuvent donc facilement chasser les lièvres. Oh, regardez qui voilà ! S'exclame Anoki. Un pingouin marche vers eux en se dandinant. On dirait qu'il veut nous parler, dit Nico au vieux morse. Le savant écoute longuement le pingouin. « Venez vite !» dit le vieux morse. « Il y a une urgence. » Quelques minutes plus tard, apparaît une énorme grotte creusée dans la glace. « Hé, attention !» crie Ouistiti. « C'est incroyable! Un pingouin chaussé de patins à glace vient de leur couper la route. »« Waouh! Moi aussi je veux patiner !» lance Ouistiti. Ni une ni deux, il fit le rejoindre les pingouins. En un éclair, Ouistiti réapparaît, patin à glace aux pieds. Un singe et un pingouin qui patinent. Décidément, le pôle Nord réserve bien des surprises. Allez, il est temps d'aller voir ce qui se passe dans la grotte, dit le vieux morse. En entrant dans la grotte, Nico et Ouistiti restent bouche bée. Des dizaines de pingouins sont à l'ouvrage, sculptant la glace avec application. Il y a des phoques de glace, des renards de glace, des poissons de glace. Celui-ci, il a l'air de beaucoup réfléchir, dit Nico. Et celui-là, tu as vu ? Remarque Ouistiti. Il dégouline. Eh oui, dit le vieux morse. C'est un problème. Notre planète se réchauffe. Nos sculpteurs ne savent plus où donner de la tête. La grande exposition polaire va devoir être annulée. Pourquoi tout fond comme ça ? Demande Nico au vieux savant. Quand les hommes brûlent du bois, du charbon, du pétrole ou détruisent les forêts, l'air de la planète se réchauffe et menace la banquise. Il faut faire quelque chose. Comptez sur nous, assure Nico. Nous allons vous aider. Allons dîner, le repas nous attend, annonce Anoki tout attendri. Ce soir-là, dans l'igloo d'Anoki, Nico et Ouistiti dégustent de belles truites grises. Savez-vous, dit Anoki, que chez nous, Inuits, la nuit dure plusieurs mois. C'est un pays magique, murmure Nico. Magique ou pas, lance Ouistiti. Demain, moi je rentre. Pas question de vivre dans le noir. Tous éclatent de rire. Nico se sent si bien.
Ce pays de glace est si beau. Ils rêvent en silence à tout ce qu'ils pourraient faire pour que la glace ne fonde plus. « Il faut partir maintenant !» dit Anoki, en séchant une petite larme. « Le vieux morse annonce qu'un grand vent vous ramènera chez vous. » Tous les animaux de la banquise sont venus pour le revoir. Les ours, les phoques, les renards, les lièvres blancs, les cerfs, les pingouins, etc. Puis, le bateau reprend son chemin sur la banquise. Bientôt, il rejoint la mer qui peu à peu se réchauffe. « J'enlève mon pull !» dit Ouistiti. « Et moi mon écharpe et mon bonnet !» ajoute Nico. Au milieu de la nuit, Nico murmure. « Ça y est, c'est le moment !» Et sous un ciel rempli d'étoiles, Nico et Ouistiti lancent aux quatre vents des milliers de petits papiers portant des messages. Des messages que le vieux morse leur a confiés la veille. « Il faut que le monde nous entende », leur a-t-il dit. Après quelques jours de navigation, « Ça y est, on est arrivé !» s'écrie Ouistiti en sautant du bateau. « Comme c'est bon de revenir à la maison après un si long périple !» Nico, lui, descend en prenant son temps. Il tient dans sa main un précieux cadeau qu'il a rapporté du pôle Nord. Un petit pingouin de glace qui n'a pas encore tout à fait fondu. Et c'est la fin de l'histoire, les amis. À bientôt. Au revoir.